L'or est de ces actifs financiers qui produit ni dividendes, ni loyers, ni revenus, et pourtant, depuis des siècles, les hommes le convoitent, en possèdent et en ont même fait une monnaie d'échange. De quoi nous laisser penser que le métal précieux est un investissement, un outil d'investissement intéressant, hein, et tant pis pour les analystes ou commentateurs qui pensent l'inverse. Mon invité fait partie de ceux qui sont convaincus par la pertinence de cette valeur refuge, au point de certifier l'impensable, sa rentabilité. Nicolas Delourme est avec nous pour en parler. Bonjour Nicolas Delourme. Bonjour et bonjour à tous. Vous êtes journaliste d'investigation, directeur de publication aux éditions Jean de Portal. J'invite d'ailleurs nos spectateurs à se rendre dans la description de la vidéo pour trouver le lien vers vos contenus. Et on aura l'occasion d'y revenir au cours de notre entretien. Je le disais en introduction, vous avez fait ce pari un peu fou de lever le tabou de la rentabilité de l'or. Mais avant d'entrer dans le détail de cette affirmation, qu'est-ce qui, en tant que journaliste, vous a poussé à vous intéresser à l'or et à l'or d'investissement? Alors on m'a un peu poussé. Je travaille avec un confrère, Dimitri Kaplan, qui est spécialiste dans les métaux précieux, qui depuis longtemps me tannait en disant, je suis journaliste patrimonial depuis une trentaine d'années, donc tous les produits financiers et d'épargne font partie de mon écosystème quotidien. Et puis il me poussait quand même l'or, l'or, l'or. Bon, d'accord, ok, l'or. Et puis, il y a quelques années, effectivement, j'ai commencé à gratter la question. Alors, je suis journaliste patrimonial, j'aime bien cette expression-là parce que je me mets à la place du particulier, c'est lui qui m'intéresse. Je fais très peu de macro, je suis bien obligé de m'intéresser à la macroéconomie, mais c'est surtout le particulier qui m'intéresse. Ses choix d'investissement, son quotidien quasiment, en termes d'argent. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré. J'ai mis un tout petit doigt dans l'engrenage et hop, je me suis fait aspirer dans ce marché des métaux précieux, l'or en particulier, que je regardais comme beaucoup, que je lis aujourd'hui, beaucoup de confrères que je continue à lire, comme quelque chose d'un peu à part, de vieillot. Bon, vous avez parlé, je crois, dans votre introduction, de siècle. Bon, oui, effectivement, millénaire. Alors on regarde ça un peu de loin, c'est là, c'est toujours là, ça continuera à être là encore très longtemps. On s'y intéresse de temps en temps quand il se passe quelque chose, et puis après on se tait. Et pourtant, il y a énormément de choses à en tirer, y compris une vraie rentabilité. On va y venir, mais quand je me suis lancé dans cet exercice, je ne savais pas quel résultat j'allais obtenir. Pas du tout. Alors moi, je ne vends pas d'or, je n'ai même pas d'intérêt particulier. Je suis observateur, voilà. Et je ne savais pas quel résultat j'allais obtenir. Je me suis pincé quand même. J'ai refait mes calculs plusieurs fois. Vous avez dit certifié, oui, parce que mon rapport sur la rentabilité, donc je publie chaque année, je l'ai fait certifier par huissier, sinon j'ai constaté qu'on ne me croyait pas. Oui, et la différence, c'est aussi que les autorités de régulation sont assez frileuses par rapport à l'or. On en parle même d'investissements atypiques, quitte en fait à mettre l'or à la marge. Comment vous expliquez le fait que ces autorités, finalement, décident d'être un peu frileuses par rapport à un tel produit d'investissement, alors que, effectivement, vous l'avez souligné, cet investissement, il est millénaire. C'est surprenant parce que la Banque de France a dans ses chambres fortes des milliers de tonnes d'or. Je me souviens de propos de gouverneur de la Banque de France, Jean-Claude Trichet, qui disait l'or, c'est la forme ultime de paiement, c'est de la monnaie sous une autre forme. Donc on nous dit en même temps, regardez tout l'or qu'on a, et ça permet quand même de pouvoir émettre de la monnaie. Alors bon, il y a des équilibres, mais quand même, et il nous en faut. Et puis regardez les banques centrales étrangères, ce qu'elles font, elles se renforcent pour celles qui étaient en retard. Et en même temps, vous avez raison, ce regard sur l'or qui est, quand on parle même de risque, on va sûrement y venir, mais Ouais. bon, voilà, c'est très très relatif. Bon, moi ça me surprend. Alors, si ça venait des banquiers directement, je vois l'intérêt. Là, les banquiers ne vendent plus d'or. C'est très difficile d'acheter une pièce d'or dans une banque. J'ai tenté l'expérience. C'est plus difficile que d'acheter une maison. Oui. Ah oui, oui, il faut Mais c'est parce déjà. que les banquiers ne savent pas vendre ce produit ou parce qu'ils n'ont pas d'intérêt particulier à vendre de l'or? Les deux. Ok. Les deux. Les deux. De toute
toute façon, c'est évident. Il vaut mieux vendre de l'assurance vie ou de l'épargne classique ou du crédit. Ça rapporte beaucoup plus qu'une prime sur l'or. Bon, voilà. Donc c'est sûrement les deux, mais les agents aujourd'hui ne sont pas du tout, vraiment, hein, pas du tout accoutumés à l'or physique. Et en agence, enfin amusez-vous, hein, si vous voulez, amusez-vous à demander à votre agence bancaire une pièce d'or, c'est toute une histoire. Et beaucoup de temps. On va revenir sur le travail que vous avez fourni ces dernières années, puisque vous publiez aux éditions Jean de Portal le rapport d'investigation qui a pour titre quelle est la véritable rentabilité de l'or. Il me semble que c'est la 5e C'est ça. édition, cette année 2025. Un rapport, et vous l'affichez fièrement, qui est donc certifié, dont les chiffres et les conclusions sont certifiés par des commissaires de justice. On va les citer. Le très médiatique Gérald Simonin, Éric Lemarec qui signe le procès verbal que vous mettez en annexe du rapport, et puis Valérie Guerrier. Quelle a été votre méthodologie pour arriver à de telles conclusions? Alors je me mets à la place de l'investisseur, de l'épargnant. Et ce que j'avais constaté, c'est que souvent, quand on regarde n'importe quel actif, on se concentre sur quelques périodes, et puis on ressort des moyennes de rentabilité ou de rendement annuel qui valent à chaque fois ce qu'ils valent. Parce que sur une période donnée, qu'est-ce que vous voulez? Je peux faire dire tout ce que je veux à quoi que ce soit, mais c'est pas un bon guide. Donc je me suis mis à la place des épargnants en me disant, en fait, l'épargnant, il achète de l'or quand il peut, ou de l'or ou autre chose. Il investit, même il verse de l'argent sur son livret A ou sur son contrat d'assurance vie, ou il investit en bourse quand il peut. Il faut encore avoir l'argent. Quand il veut, c'est autre chose. Bon, voilà. Et puis c'est souvent quand il veut, parce que le taux d'épargne des Français n'a jamais été aussi haut, alors que l'inflation a été galopante ces dernières années. Le Français sait trouver l'argent alors, quand... alors attention, il fait des efforts quand il veut, oui. Mais enfin, il épargne quand même quand il peut. S'il n'a pas les moyens d'épargner, il ne va pas mettre 18,2%. C'est le taux d'épargne actuel. C'est incroyable. C'est sidérant. Au 3e trimestre 2024, l'INSEE attendait 16,1%. Le taux est ressorti à 18,2%. J'ai vu par comparaison aux États-Unis que le taux d'épargne aux États-Unis est de 4,6%. On voit le décalage et il est très paradoxal. On pourrait se dire, alors c'est que les Français sont très riches. Dans un rapport différent, c'est qu'aux États-Unis, effectivement, le coût de la vie est beaucoup plus fort et effectivement, la société libéraliste telle qu'elle existe, en fait, nécessite des coûts que les Français n'ont pas. Oui, voilà, les Américains épargnent moins, historiquement, les Américains s'endettent beaucoup plus. Bon, on est clairement dans autre chose. Mais enfin, ça dit quand même quelque chose. On pourrait se dire, les Français sont très riches pour pouvoir épargner. Alors c'est qu'ils veulent, voilà. Non, en fait, les Français sont sûrement craintifs de l'avenir, et ça explique pourquoi ce taux explose. Et sur votre méthodologie, donc sur votre travail Alors je me mets à la place du particulier, je reviens à ça, et en me disant que le particulier, il épargne quand il peut, et puis en général, il revend son actif quand il a besoin de fonds, donc finalement à n'importe quel moment. C'est pour ça que j'ai observé toutes les périodes d'investissement possibles. Alors depuis 1971, la fin des accords de Bretton Woods, pour ce qui est du cours de l'or en dollars, et puis depuis 1999, la naissance officielle de l'euro, 1er janvier 1999, pour ce qui est des cours en euros. Et là, je regarde toutes les périodes d'investissement possibles. Ça me donne, par exemple, sur l'euro, 325 combinaisons. Donc, si vous avez acheté de l'or en 1999 et 2000, je regarde ce que vous avez obtenu. Si vous avez acheté en 99, revendu en 2001, je regarde ce que vous avez obtenu. 99, 2002, etc., jusqu'à 2024. Et après, je passe à 2000, puis 2000, 2001, 2000, 2002, etc. Je couvre l'ensemble des possibilités. Et c'est de là que je retire la moyenne. Donc, j'ai 325 périodes d'investissement possibles qui correspondent, si vous voulez, vous mettez dans une grande salle 325 investisseurs qui, depuis 1999, ont acheté et revendu de l'or, chacun à un moment différent. Certains à court terme, 1 année, 2 ans, d'autres à moyen terme, 1 dizaine d'années, et d'autres 20, 24 ans, 25 ans, puisque nous en sommes là. Et je fais la moyenne de tout ça, c'est le taux de rentabilité que l'on voit sur la couverture de
de ce guide qui est gratuit, hein. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Avant d'évoquer justement le taux de rentabilité, histoire de garder nos spectateurs encore un tout petit peu, effectivement, et ça donne un graphique non seulement à point, hein, donc j'invite effectivement nos spectateurs à aller télécharger le guide sur le site internet de Jean de Portal, mais effectivement de longs tableaux de comparaison année après année. Je crois que ça fait plus de 1400 combinaisons si on décide d'investir dans l'or en dollars depuis C'est ça. 1971. C'est ça, et 325 en euros parce que c'est depuis 1999 et plus de 1400 en dollars. C'est donc de la mathématique, et donc vous avancez des arguments statistiques, mathématiques, mais quand on observe le comportement de l'actif, comme l'or, qui est, on le dit, contracyclique, hein, c'est-à-dire qu'il ne suit pas nécessairement les tendances de d'autres produits d'investissement, comme la bourse, hein, pour le prendre en exemple, on se dit que est-ce que c'est pas un produit qui a une très forte volatilité, qui fait que ça pourrait aussi rebuter les investisseurs à aller sur l'or? Avant d'évoquer effectivement le chiffre de rentabilité moyen que vous avancez dans votre Il rapport. va bien falloir l'évoquer Ouais, à un bien moment sûr. donné. La volatilité, c'est quand même relatif. Alors, on dit encore attention, l'AMF sur son site prévient, hein, les investisseurs, en parlant de 5% de l'ensemble de son patrimoine investi sur l'or, qui paraît être une borne raisonnable, c'est ce qu'elle dit, parce qu'effectivement, il y a un risque de perte en capital. Alors, on va parler du risque, hein, parce que moi, je regarde tout ça. Oui. Oui, je regarde tout ça avec beaucoup de beaucoup de recul. Pour ce qui concerne votre question sur la volatilité, bah, ça dépend, parce que là, je parlais de cette salle où il y avait 325 personnes. Je pourrais aussi mettre dans la salle un seul épargnant qui a investi 325 fois, des toutes petites sommes. Et lui, il obtiendrait le taux dont on va parler maintenant. 8,9%. 8,90%, c'est ça, 8,9%. Alors, c'est le taux de rentabilité moyen de l'or face à l'euro, toute période d'investissement confondue. C'est ça que certifie l'huissier. Il certifie ce taux-là et l'ensemble des taux, hein, qui permettent d'arriver à ça, l'ensemble des calculs. Il fait du boulot. Vous avez eu raison de le citer. On peut le remercier parce que ça lui fait un peu de travail chaque année. On le recite, Éric Lemarec. Voilà, Éric Lemarec, voilà, alors il ne le fait pas tout seul, je sais qu'il est aidé. Et donc, on arrive à ce taux de 8,9%. Si on demande à chacun des 325 qui sont dans la salle combien vous avez obtenu, ben, on va avoir des réponses très différentes, forcément, il va même y avoir des moins-values, hein, c'est sûr. Mais on fait la moyenne de tout ça, 8,90%. Et si on prend celui qui est tout seul et qui a investi 325 fois, hein, pour couvrir toutes les combinaisons possibles, il va dire, ah ben, j'ai fait la moyenne, je suis à 8,9% par an. C'est bien une rentabilité, hein, annuelle. Autrement dit, il faudrait que je trouve un placement à revenu, l'or ne procurant pas de revenus, vous l'avez dit dans l'introduction, il faudrait que je trouve un placement à revenu à 8,90% pour avoir le même résultat. On va l'évoquer, hein. On va positionner l'or à travers d'autres investissements, mais en fait, moi, ça me questionne en tant que représentant d'un vendeur d'or, où effectivement la législation m'oblige à parler de risque en perte de capital. Vous, à travers votre rapport, vous dites banco, allez-y les yeux fermés. Non, je dis pas ça. Non, je dis pas ça. Alors, démonstration, puisqu'on parlait des cours on va s'arrêter sur les cours de l'or en euros, ça va être plus simple. Il y a 325 combinaisons. Je publie l'ensemble des rentabilités et dans ces 325, vous allez trouver des moins-values. Donc celui qui est dans la salle, là, il y a à peu près 20%. Voilà, 20% des personnes qui sont dans cette salle qui vont dire, si je pose la question, qui a enregistré une perte, je vais avoir 20% des gens qui vont lever la main. Alors en général, les pertes sont modestes par rapport à ceux qui ont gagné, hein, en valeur absolue, mais c'est du simple au double. Mais il y a quand même un ou deux gros gadins. Celui qui va perdre, c'est, pour prendre un exemple très concret, c'est celui qui a acheté pendant ce qu'on a appelé la décennie perdue, où en fait l'or a un peu perdu de sa superbe et les cours ont considérablement corrigé. Et si l'investisseur a finalement été peu patient, il est perdant. J'invite vraiment nos spectateurs à regarder le graphique. Ou celui qui a acheté en 2013, voilà, et qui a eu l'idée de revendre à la fin de l'année. Là, il a perdu plus de 30%. Bon, alors après, on sortait d'une période de fou où l'or, sur les 10 dernières années, avait gagné près de 300%, 280%. Bon, alors les 30%, c'est très relatif. Alors,
Donc non, je dis pas qu'il n'y a aucun risque. Je dis pas ça. Par contre, ce que je dis, et ça je le constate, la petite pyramide là, dont vous parliez, le graphique sous forme de pyramide le démontre très clairement. Je dis que celui qui investit sur l'or, c'est vrai en dollars depuis 71, c'est vrai aussi en euros, finit, grâce à la patience, toujours en rentabilité positive. C'est-à-dire qu'il peut démarrer 1, 2, voire 3 années, s'il n'a vraiment pas de chance, dans le négatif, et la patience finit toujours par payer, c'est ça les 100% de gagnants, en quelque sorte, dont je parle, la patience finit toujours par payer. Mais je fais un travail statistique quand même, sur les cours passés, puisqu'on regarde dans le rétroviseur, ça ne prédit pas de ce qui va advenir, mais ça donne quand même une très bonne indication. Justement, alors dans le rapport, vous dressez 6 constats, donc j'invite les spectateurs à aller les regarder. Vous en avez évoqué 2, 8 chances sur 10 effectivement d'être gagnant, dans 1172 situations sur 1431 dans le cadre d'un investissement en euros, c'est ce qu'on disait, et puis le 100% gagnant à travers la patience. Vous qui êtes journaliste patrimonial, ça positionne l'or ou par rapport aux autres produits d'investissement et financiers? C'est un bon placement, l'or? Alors, je vais répondre à votre question. Je vais préciser quand même que tout mon travail, comme il est exhaustif, on pourrait aussi regarder les choses autrement en disant « Ah, ok, donc j'ai 325 personnes dans cette fameuse salle où j'ai réuni tous les investisseurs à des périodes qui ont investi, acheté, vendu de l'or à des périodes différentes. » Ça signifie aussi que on est dans l'aléatoire, c'est-à-dire que si j'achète de l'or les yeux fermés et que je revends de l'or les yeux fermés, ce que personne ne fait, on le déconseille. On évite, de toute façon. On évite, quand même. Eh bien, j'obtiens ce taux moyen du 8,90. Donc, si on met un peu d'intelligence là-dedans et d'observation, on doit pouvoir faire mieux. Je le précise au passage. Alors, du coup, effectivement, une fois que j'ai fait ça, j'ai regardé les autres actifs très communs, quelques-uns, pour regarder comment ils se comportent si j'applique exactement la même méthodologie. Donc là, je multiplie les salles et j'appelle 325 personnes qui ont épargné sur leur livret A. Et je leur demande combien vous avez gagné. Alors là, on n'a que des points verts. Ils sont tous positifs. Enfin, en tout cas, oui, le taux du livret A ne peut être négatif. En tout cas, le rendement du livret A ne peut pas être négatif. Il ne peut même pas descendre en dessous de 0,5%. Oui. C'est la réglementation qui le dit. Non corrigé de l'inflation, bien sûr. Voilà. C'est la force de l'or par rapport au livret réglementé, c'est-à-dire qu'effectivement, l'or peut s'apprécier dans des périodes de forte inflation, alors que... L'or s'apprécie dans des périodes de forte inflation. Effectivement, alors que sur le livret A, c'est de l'argent nul ou perdu lorsque l'inflation... Ouais, j'ai fait des calculs sur le livret A, je vais vous en parler juste après, qui sont assez marquants. Donc, quand on fait ce même travail avec le livret A, on arrive à un taux de 1,82%. On peut parler de taux de rendement, pour le coup, puisqu'il y a des intérêts versés. 1,82%, par comparaison, donc... là, on peut comparer, C'est exactement la même méthodologie, et je parle bien de taux de rentabilité annuel. Donc 1,82% par rapport à 8,9. L'assurance vie, 3,02. Voilà. La bourse, alors ça, surprise, 4,52. Là aussi, il a fallu que je refasse mes calculs plusieurs fois. Je prends l'indice CAC 40 GR, alors c'est la bourse de Paris. Probablement, on aurait des résultats différents si on allait à New York. Sur du S&P 500 ou du Nasdaq, où effectivement les résultats sont plus... surtout en ce moment. Bon, voilà. Passons. Donc, je prends l'indice CAC 40 GR qui inclut les dividendes, donc je ne peux pas faire mieux, et on est à 4,52% seulement. Donc, comme quoi, c'est vraiment là où souvent on nous dit, historiquement, la bourse, regardez, sur des longues périodes, et on nous présente des taux. Oui, sur une période donnée, probablement, il peut battre tout le monde. Et souvent, il bat l'or. Et souvent, il écrase l'immobilier, mais sur une période donnée seulement. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'ensemble, de s'intéresser à tout le monde, y compris celui qui est arrivé au mauvais moment, parce que on dit personne ne le fait aléatoirement, mais on peut tous se tromper. Et à un moment donné, miser sur un actif et être dans le mauvais timing. Et voilà, on essaye tous de timer, mais on n'y arrive pas. C'est très difficile. Et je finis donc l'or 8,90%. Mais donc, si on vous écoute, finalement, il y a moins de risques d'investir dans l'or que dans d'autres actifs d'investissement. En tout cas, alors cette histoire de risque... Je suis réducteur, je fais exprès d'être réducteur pour pouvoir vous donner... Mais j'aime beaucoup cette discussion. C'est une vraie discussion, le risque.
Parce que les Français ont une aversion au risque qu'on connaît. Donc le risque, c'est à dose homéopathique. Hein. Moi, je parle beaucoup autour de moi des choix d'investissement et je constate un truc très surprenant. On m'explique, non, mais je ne veux pas prendre de risque. Donc assurance vie, fonds en euros et livret d'épargne. Voilà, hein, les deux. Et immobilier, évidemment, mais je mets l'immobilier. Poussé par les banquiers également. Poussé par le banquier, bien sûr, poussé par les banquiers. Je reste sur le patrimoine financier. Donc c'est ça. Et je leur dis, donc, tu es à 100% en euros. Donc des produits de taux étaient investis à 100% en euros. Est-ce que ça, c'est pas prendre un risque? Quand on voit l'érosion monétaire de l'euro, tu as bien constaté qu'avec ton billet de 100 euros aujourd'hui, tu payes beaucoup moins de choses, tu mets beaucoup moins de choses dans ton panier de courses qu'avant la période de Covid, et que ça ne reviendra jamais en arrière. Donc, il y a bien une érosion monétaire forte. L'inflation était forte ces dernières années. Et donc, avec quoi tu prends un risque? Avec tes euros qui perdent de la valeur, y compris quand ils sont investis en livret d'épargne, hein, ou avec un autre actif qui, à minima, c'est quand même le minimum qu'on puisse attendre d'une épargne sans risque, c'est qu'il protège de l'inflation. C'est ça. C'est ça le vrai actif sans risque, à mes yeux. Parce que sinon, l'actif sans risque, il est souvent réduit à la perte de valeur en euros. Mais comme l'euro lui-même n'est pas garanti, bah, vous voyez le risque, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dit l'autre. On ne le citera pas. On ne le citera pas. Juste mes quelques chiffres sur le livret A. J'ai regardé, je me suis amusé aussi avec toutes mes données, à regarder comment se comportait dans la durée le livret A. Le livret A, il date de 1818. On connaît le taux du livret A depuis 1818. On a des chiffres sur l'inflation mesurés en France depuis 1901. Donc on arrive à croiser le taux du livret A corrigé de l'inflation depuis 1901, plus d'un siècle. Eh bien, on constate que le livret A en taux réel corrigé de l'inflation passe plus de temps dans le rouge, et puis en plus, quand il descend dans le rouge, lui, c'est l'inverse de l'or. Quand il descend, il dégringole, hein, vraiment. Il passe plus de temps dans le rouge qu'en positif, 52% à peu près. Et lui, dans le rouge, il perd 2 fois ce qu'il gagne, en fait. Hein, voilà. Et il est à peu près à 3%, 3% de gain moyen quand il est positif, 7% négatif. Tout ça, hein, c'est en euros constants, en francs constants, puis en euros constants. Quand il est dans le rouge, c'est une machine à perdre du pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, et là, ces dernières années, c'était terrible. Je ne parle même pas du gel du taux des 2 dernières années, mais c'est terrible. Les gens ont épargné, font l'effort d'épargner, et à la sortie, ils peuvent se payer moins de choses que s'ils étaient allés au magasin avant d'épargner. Il y a de quoi devenir dingue. Ils n'en ont pas vraiment conscience, les Français. Parce que c'est sous couvert de l'aversion au risque dont vous parliez précédemment. C'est ça, l'aversion au risque ne se fait pas au regard du pouvoir d'achat de l'épargne, mais uniquement dans cette valorisation qui est l'euro. Si vous êtes un observateur assidu du monde économique pour pouvoir traiter effectivement de sujets patrimoniaux pour les particuliers, je n'y avancerai pas personnellement, mais vous pensez que ce taux de rentabilité de 8,9% par an, il va augmenter au regard des sujets macroéconomiques et du monde qui nous entoure? Alors je ne sais pas si le taux moyen va augmenter parce que chaque année, on observe un plus grand nombre de périodes, donc la population statistique augmente, donc il devrait se consolider par contre. Hein, il est situé là entre 8,5 et là près de 9% cette année parce qu'il y a eu les 34-46 de 2024, spectaculaire. Spectaculaire, remarquable, mais pas historique non plus. Hein. Si on regarde depuis le 99, ce n'est que la 3e année civile, hein, la 3e meilleure performance sur une année complète depuis 99. Donc vous voyez, 2005, 2010, c'était mieux que 2024. Donc c'est remarquable sans être historique, sans être exceptionnel, mais ça c'est l'histoire de l'or. Alors est-ce que ça va continuer ? On le sait, on voit bien ce qui a fait progresser l'or en 2024, en tout cas ces dernières années. 2024 n'est pas isolé, sauf que c'était là, évidemment, au-dessus de 30%, c'est sûr, c'est notable. Les risques géopolitiques, alors est-ce qu'ils vont être réglés ? Oui, on nous a promis un règlement du conflit ukrainien en 24 heures. Bon, finalement, c'était après quelques semaines, et puis aujourd'hui,
Le président américain nous annonce que ce sera 100 jours, tout en tapant un peu sur le dos de Vladimir Poutine, parce qu'il commence à se dire « Ouh là là, apparemment, il va me parler au téléphone, mais est-ce qu'il va être de bonne volonté? C'est mal barré. » Voilà. Et puis, et puis en même temps, il nous dit « Je vais déclarer la guerre au Panama où ça y ressemble », dans son discours d'investiture, carrément, le premier jour. Le Groenland, je vais l'acheter, mais les Danois sont pas d'accord, donc qu'est-ce qu'il reste comme option? Il reste l'option militaire. Alors quoi, on est sur un pays de l'OTAN qui va attaquer un autre pays de l'OTAN. Que dit l'OTAN dans ce cas-là? Enfin, c'est un truc de fou. On veut réduire les risques géopolitiques, ils ne font que grossir. Et je parle même pas du Canada, c'est une autre affaire. Tout ça dans ce monde-là. Les banques centrales ont acheté beaucoup d'or, c'est ce qui a fait monter les cours, notamment la Chine, mais on dit, la Chine, elle a quand même fait le plein. Non, elle n'a pas fait le plein. La Chine, elle possède combien? Moins que la France et l'Italie. Mais elle est surtout très, très, très loin des États-Unis, 3 fois moins d'or. Et elle veut se dédollariser. Donc le potentiel est encore large. C'est ce que je pense. Mais après, je pense maintenant que je regarde une période suffisamment longue et que j'ai une population statistique suffisamment large pour me dire il n'y a pas de raison que ça change. Ça peut de manière sporadique, à l'échelle d'années, hein, attention, hein, on parle quand même d'un actif, oui, on parle quand même d'un actif de long terme. Hein, je déconseille l'or pour faire des coups. Et on ne trade pas sur l'or. Moi, ça ne me viendrait pas à l'idée. On voit fleurir sur les marchés quand même des trackers, des ETF, des ETC or, où on a des doutes quand même sur la contrepartie. Ça va me permettre d'enchaîner avec des gros doutes sur la contrepartie, oui. Oui, c'est sûr. Alors, au passage, dans toutes nos publications, nous, on ne traite que de l'or d'investissement physique. Uniquement ça. On ne parle pas d'ETF ou d'ETC. Justement, aux éditions Jean de Portal, vous avez fait le choix de promouvoir une marque qu'on connaît bien ici, c'est Veracash. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette envie de promouvoir notre service et nos produits? Franchement, j'ai regardé tous les acteurs, tous les négociants sur ce marché de l'or d'investissement physique. Hein. Le reste, je mets ça de côté. Et quand Dimitri Kaplan m'en a parlé, j'étais même pas convaincu. Il faut voir. J'ai trouvé ça tout de suite très innovant, la carte bancaire adossée à un actif or physique. Je trouve ça génial. Mais fallait voir. J'ai vu. En fait, c'est quand même aujourd'hui la meilleure offre que je connaisse. Je dis pas ça pour vous faire plaisir. Hein, je dis ça parce que c'est comme le 8-9, parce que je l'ai constaté. Je pourrais presque le faire certifier par huissier. J'ai des arguments. Mais franchement, alors pourquoi? D'abord parce qu'elle est très adaptée au marché français. Le marché français, il est particulier du fait de la fiscalité. Les autres négociants qui proposent de l'or alloué vont pas ou pas se soucier, ou pas forcément d'ailleurs, de l'or tout court, vont pas ou peu se soucier de la fiscalité française parce qu'ils vendent à l'international ou parce qu'ils sont eux-mêmes à l'étranger. Et ça c'est un problème. Et puis la souplesse d'utilisation, il faut quand même voir que ce compte proposé par Veracash, il est plus pratique d'utilisation, plus liquide même, que l'assurance vie, et même que le livret A, puisqu'il y a une carte bancaire. Donc je peux payer directement avec mon or, je ne peux pas payer directement en magasin avec mon épargne sur livret A. C'est quand même incroyable ce qu'on est en train de dire là. C'est fou. L'assurance vie, j'en parle même pas, parce qu'un rachat d'assurance vie, ça prend des semaines, et en plus, il faut se justifier. Voilà. Et en plus, là, on est dans un système débancarisé, donc la petite cerise sur le gâteau. Vous proposez un accompagnement global dans l'utilisation du service Veracash. Quelle est votre plus-value par rapport à un client lambda qui viendrait directement nous voir pour utiliser le service et épargner en métaux précieux? En fait, j'ai constaté, alors j'ai écrit beaucoup sur Veracash depuis plusieurs années, et puis j'ai reçu beaucoup de questions de nos lecteurs, donc on a milliers de lecteurs qui m'ont posé des questions, et j'ai constaté qu'ils avaient besoin d'accompagnement. La solution que propose Veracash est à la fois hyper simple, hyper pratique,
Et c'est un véhicule puissant. Vraiment, c'est un véhicule, c'est ça. C'est comme si on mettait entre les mains d'un conducteur lambda un véhicule surpuissant. Et ben, du coup, là, il rentre là-dedans et il se dit, oula, est-ce que je vais pas prendre un risque? Est-ce que je vais faire les choses comme il faut? Et c'est comme ça qu'on en est venu à proposer un programme d'accompagnement, donc on appelle ça l'accompagnement global, euh, qui permet, nous, extérieurs à Veracash, d'aider et d'accompagner, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs, d'accompagner les investisseurs qui soient débutants, même s'ils n'ont jamais acheté d'or, ou déjà expérimentés, par exemple avec de l'or physique, hein, des pièces achetées en boutique ou sur Internet, et qui découvrent cet écosystème Veracash qui est un peu en décalage, enfin très innovant, et donc il y a besoin d'accompagnement. Et on noue comme ça une relation très régulière. Il nous pose des questions au regard de Veracash et des autres négociants ou des autres actifs. C'est très large, ce à quoi Veracash peut avoir un peu de mal à répondre directement. Pour conclure, vous êtes directeur de la publication des éditions Jean de Portal. Vous êtes une sorte de partenaire de la culture économique des Français, hein, puisque vous fournissez énormément de publications très orientées épargne des ménages et bien accompagner les Français dans leur stratégie Voilà, épargne d'investissement. et conseils patrimoniaux, hein, que ce soit en termes de transmission, de fiscalité, etc. Comment vous expliquez ce déficit de culture économique en France? C'est très surprenant, hein. Vraiment. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que on parle peu d'argent. On est latin, hein, donc on ne parle pas d'argent. Et c'est dommage. On devrait parler plus d'argent, y compris dans les familles. L'école s'intéresse très peu. Enfin, moi-même, je crois que les cours d'économie en seconde n'existent plus. J'en ai eu et c'était vraiment... Bon, bref, je passe dessus. C'est une matière qui n'existe pas, c'est dommage. Et puis, il y a quand même ces discours des institutions, ces discours même qui font que, bon, ben, on en vient à préférer poussé en plus par les banquiers, à préférer des produits de taux, des produits pour l'épargne en tout cas, des produits bancaires. Et donc le reste, tout de suite, c'est exotique, donc c'est risqué. Bon, je ne vois pas en quoi l'or est exotique, hein. Ça existait bien avant l'assurance vie. Merci beaucoup Nicolas Delourme, Merci à vous. directeur des publications éditions Jean de Portal. On vous retrouve, hein, le lien est dans la description pour retrouver votre accompagnement global autour de la solution Veracash et bien d'autres conseils patrimoniaux et d'investissement. Merci beaucoup Nicolas. Merci.